Donc, bienvenue à la 31e session de Live LinkedIn organisée par Cybercafé. Donc, je rappelle, hein, c'est un média qui regroupe la communauté de professionnels et de passionnés du numérique tous les samedis. Donc, on se réunit tous les samedis à 9h GMT, 11h heure de Paris pour parler de numérique. Donc, typiquement, pour ce mois de la cybersécurité, on a eu différents thèmes, hein, avec différents intervenants. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Radiatou, donc une amie à moi que je connais. Donc, on pourra se tutoyer, hein, on va pas faire comme si on se connaissait pas. Et donc, ça fait 31 samedis qu'on se réunit tous les matins. Donc, les sessions sont enregistrées, sont disponibles sur la page YouTube de Cybercafé. On est toujours en recherche de speakers, donc n'hésitez pas si vous avez des thèmes, si vous connaissez des personnes, si vous-même vous souhaitez intervenir sur un thème lié au numérique. On parle d'IoT, on parle d'objets connectés, on parle d'agriculture, on parle de e-agriculture, on parle de cloud, on parle de data scientist, donc on verra la semaine prochaine. Donc voilà, on a différents sujets liés au numérique et aujourd'hui, et principalement dans le mois de la cybersécurité, on reçoit Radiatou sur le thème comment gérer les risques de cybersécurité liés aux tiers prestataires de services. Donc on sait à quel point le risque de cybersécurité doit être pris en compte et on verra avec elle comment gérer les risques liés aux tiers. Donc déjà, je vais rapidement te laisser te présenter. OK. Radiatou, laisser te présenter tout de suite, on pourra commencer. Donc, je rappelle, hein, la session est de 30 minutes, donc on respecte tout le temps, tous les samedis, les 30 minutes. Quelquefois, on déborde de 2-3 minutes, mais ce sont des sessions de 30 minutes avec nos speakers. Donc, on aura trois axes. On parlera de la sélection du prestataire, typiquement les mesures de sécurité à mettre en place, le système, le dispositif à mettre en place lorsqu'on souhaite sélectionner un prestataire. On aura aussi également euh, les, les recommandations pendant la signature du contrat. Et en troisième point, qu'est-ce qu'on fait après la signature d'un contrat et comment est-ce qu'on assure le suivi du prestataire. Donc, Radiato, rapidement, je te laisse te présenter et ensuite on pourra continuer. OK. Ben, merci beaucoup Amadou, merci pour, l'invitation sur ce sujet très intéressant. Donc moi c'est Radia Ouro-Guelleh, je suis, experte en cybersécurité, plus précisément sur les thématiques, de gestion d'accès à privilèges. Je suis aussi chef de projet, responsable, de delivery sur, des projets, de cybersécurité et aussi formateur. Donc à côté également, je fais partie du leadership, et d'OG IT Consulting, et responsable, développement d'affaires et OG IT, Consulting, c'est un cabinet de conseil, et d'intégration de solutions de cybersécurité. Donc en gros, je tiens à préciser déjà aujourd'hui que, merci pour cet espace encore Amadou, pour moi c'est un très bel, espace, d'échange et je souhaiterais voilà que ça soit, interactif, parce que voilà, la science infuse n'est l'apanage de personne, donc on est là pour, apprendre ensemble et grandir ensemble. D'accord. Bah, merci pour cette présentation Je plutôt t'en prie. humble par rapport à ce que je sais que tu fais à côté aussi. Oh! Donc comme je le disais tout à l'heure, donc on verra les mesures de sécurité à mettre en place lors de la sélection d'un prestataire. Mais rapidement, quels sont les principaux risques de cybersécurité liés aux tiers prestataires pour une entreprise et quelles sont les mesures préventives que les entreprises doivent typiquement mettre en place pour minimiser les risques dès le processus de sélection? OK. Déjà, si tu me permets, je vais rappeler un peu globalement le contexte. La gestion des risques, par exemple, liés aux tiers, qui est aussi appelé, third party risk management en anglais, pour ceux qui sont plus familiers avec ça. C'est vraiment, un processus et une série de pratiques dont, l'objectif est d'identifier les risques, de les évaluer et de, voilà, gérer tous les risques qui sont associés aux tiers, prestataires, aux fournisseurs, aux partenaires, ou à toute autre, organisation qui, est externe à une entreprise, mais qui a accès, au système ou aux données de cette entreprise ou qui fournit des services à cette entreprise. Donc si on prend l'entreprise d'un point de vue global pour l'instant et pas que cybersécurité, aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que
c'est un peu, compliqué de trouver une entreprise qui ne travaille pas avec, des fournisseurs ou des prestataires. Donc déjà, quand tu travailles avec quelqu'un, généralement, on peut avoir, des risques liés à la réputation, quand le prestataire, a des problèmes, donc ça va se répercuter, dans l'organisation en question et c'est lui qui gère ses clients. Donc globalement, on a ce risque réputationnel, on a aussi un risque opérationnel, un risque financier, social et cetera. Maintenant, si on veut se focaliser sur, la cybersécurité, en elle-même, quand on parle de sécurité, donc on aura des risques, liés, par exemple, à des accès non autorisés à des données sensibles. C'est-à-dire si mon prestataire, a accès aux données de mon entreprise, par exemple, beh, j'ai ce risque-là que de son côté, il ne sécurise pas bien les données et que, il y a une fuite de données, ou des vols de données. Donc ça, c'est un premier risque de sécurité. On peut aussi avoir le risque, de défaut de sécurité chez le tiers. Ça veut dire qu'il n'a pas un système de sécurité, assez solide, voilà, pour pouvoir protéger mes données ou protéger l'accès à mon système. Quand je parle de moi en tant qu'entreprise. On a, aussi des attaques, ciblées. Aujourd'hui, par exemple, on dit globalement que la sécurité d'une entreprise, elle est, mesurable, c'est le niveau de sécurité de son maillon le plus faible. Donc parfois, on peut se dire que cette grande entreprise, elle est très bien sécurisée, mais on veut faire une cyberattaque, donc on va se focaliser sur, un prestataire, un fournisseur qui lui fournit un produit, un service et à travers, une, intégration, une intrusion dans son système, de celui du prestataire, on pourra, escalader et arriver, sur le système de l'entreprise cible. Donc si je veux donner rapidement un exemple par rapport à ça, on a un peu le cas de SolarWinds. Je ne sais pas si vous connaissez, bon, pour ceux qui ne sont pas de la sécurité, bah, en fait, c'est un outil, qui permet de faire de la du monitoring avec, Orion et en 2020, SolarWinds, en fait, avait été victime, de cyberattaques et leur logiciel ont envoyé un peu comme ça à tous leurs clients, une mise à jour, à faire et il se fait que dans cette mise à jour, en fait, il y avait une backdoor avec un malware. Donc on parle de plus de 30 000, entreprises et organisations impactées directement, dont des gouvernements, comme, les US et cetera et étant donné aussi qu'on parle des accès à privilèges, ils ont réussi même à jumper dans les systèmes, des partenaires aux clients. Donc c'est pour vraiment, j'ai lu cet exemple, pour qu'on puisse voir l'ampleur, au fait, de la chose. Donc, on peut aussi parler du risque de violation de la conformité. Ça veut dire que si le prestataire ne respecte pas les réglementations en vigueur, quand il y a un problème, c'est moi l'entreprise, en fait, je peux en payer les frais parce que c'est de mon ressort, en fait, de m'assurer qu'il est conforme avant de travailler avec lui. On a aussi des risques liés, à la chaîne d'approvisionnement, par exemple, comme je disais, si on fournit un composant ou un service qui contient, par exemple, un malware et cetera, on peut comme ça, l'entreprise, peut subir un peu des dommages. Donc bon, il y a d'autres risques, je ne sais pas il faut parler de tous, Amadou, comme on est talonné par le temps, je Non, sais pas ouais. trop. Non, mais c'est je crois que c'est très clair et c'est, merci pour ces précisions, merci d'avoir présenté, rapidement effectivement les risques, liés aux prestataires et pour peut-être revenir sur le process en lui-même. Typiquement, donc quels sont les avantages de faire, cette due diligence en matière de cybersécurité lorsqu'on sélectionne un prestataire? Déjà, la due diligence, globalement, c'est le fait d'analyser son prestataire et donc quand on veut analyser un prestataire, bien qu'on soit en cybersécurité, on ne va pas l'analyser que d'un point de vue cyber, on va l'analyser, globalement. On va faire une analyse, financière, opérationnelle, environnementale. Donc la due diligence, donc une fois qu'elle est faite, elle permet donc globalement de protéger son entreprise, de protéger les données de son entreprise et de protéger la réputation, de son entreprise tout en se permettant de travailler avec, des prestataires de confiance. Donc ça, c'est un peu globalement ce que ça permet de faire. Maintenant, si on veut aller un peu plus en détail, on peut parler, par exemple, à cause de la due diligence, on a une réduction des risques de sécurité, clairement, parce qu'on a eu le temps de pouvoir les identifier en amont, de les évaluer, par exemple. On a aussi, l'avantage, du fait de protéger nos données sensibles parce que, une fois qu'on fait cette due diligence, on peut s'assurer, voilà, que le prestataire, il a mis en place, des mesures de sécurité nécessaires pour pouvoir protéger ces données, par exemple. Donc je parlais tout de suite de la
du risque lié à la conformité. Donc également avec, la due diligence, on peut s'assurer, voilà, qu'on a une conformité, réglementaire de notre prestataire. On peut également, évaluer la qualité de notre, prestataire et aussi, par exemple, ce qui est très intéressant qu'on peut présenter au management, c'est la réduction des coûts cachés. Parce qu'avec une due diligence, par exemple, on est capable d'identifier les problèmes de sécurité que peut avoir le prestataire et donc comme ça d'éviter des incidents. Sachant qu'un incident lorsqu'il se passe, beh, en fait, il y a carrément tout un process, un système, et il faut, récupérer par la suite. Donc quand on évite ça, c'est un gain d'argent. Donc globalement, voici, les grandes lignes, en fait, en grandes lignes, les avantages de D'accord, la due diligence. Mais il d'accord, y en a d'autres aussi. d'accord. Donc typiquement, une fois que l'évaluation a été faite, on est sûr qu'on veut signer avec ce prestataire en question. Donc on va rentrer peut-être dans la deuxième partie, c'est, quels sont les éléments qu'on doit inclure, qui doivent être inclure dans de manière, on va dire, obligatoire, hein? Mmh. Même si, nos amis du cloud me diront que, ça peut être difficile avec des prestataires type AWS, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et Mmh. typiquement, quels sont les éléments de cybersécurité, qui doivent, être inclus de manière obligatoire dans les contrats avec les prestataires? Donc on l'a sélectionné, ensuite, pendant la signature du contrat, comment est-ce qu'on Mmh. fait qu'est-ce qu'on fait? Bah, déjà, je tiens à préciser que les contrats, c'est très, très important parce que c'est quelque part le premier niveau, de protection, qu'on met en place. Et pour la petite histoire, bah, une fois, moi, j'étais avec un client, qui du secteur, bancaire, en gros leader bancaire, qui me disait que, le l'un des grands problèmes qu'ils avaient aujourd'hui, c'est que, ils n'arrivaient pas à vraiment avoir la main sur les contrats qu'ils ont rédigés avec, leurs, tiers prestataires et de là, en fait, ils sont soumis vraiment à des failles. Donc, pour ceux qui sont intéressés aussi à couvrir ce domaine, c'est vraiment un besoin et c'est très important. Donc par exemple, si on revient au contrat, il est important, par exemple, qu'il y ait des clauses, en fait, liées, par exemple, à la confidentialité des données. C'est-à-dire, dans le contrat, le prestataire, il doit on doit clairement figurer, il doit y figurer clairement toutes les mesures dont l'entreprise a besoin pour maintenir, en fait, que le prestataire, en tout cas, met en place pour maintenir la confidentialité des données de son entreprise. Ça, c'est un premier point. Après, il faut par exemple que le contrat spécifie aussi, les, comment on appelle, les en fait, les notifications en cas de violation, par exemple. C'est-à-dire que souvent, ça aussi, c'est un des risques, j'en avais pas parlé en amont. Il peut arriver que le prestataire a un incident chez lui, mais qu'il n'en parle pas, en fait, à l'entreprise. Ça peut arriver. Donc il faut dans les contrats déjà préciser de la no une notification de violation. C'est-à-dire que quand il y a un incident, on doit immédiatement informer, l'entreprise en donnant quand même aussi des détails liés à l'incident, les mesures que le prestataire est en train de prendre et aussi le plan d'action, qu'il met en place pour corriger, en fait, l'incident. Donc ça, c'est 2 points, importants. Il est important aussi, d'inclure, toutes les dispositions, voilà, qui vont permettre à l'entreprise mère, de base, de pouvoir effectuer des audits, réguliers, ou aussi, demander, par exemple, de pouvoir demander comme ça des rapports de conformité. Donc ça permet de surveiller le prestataire et de toujours se rendre compte, en fait, quand il y a des dysfonctionnements ou des changements, par exemple. Et après, bon, je vais parler des accès à privilèges. Il est important de s'assurer que le prestataire, il a un système, de gestion d'accès à privilèges. Parce que moi, je suis une entreprise, je mets mes données sensibles, critiques chez lui et lui, il n'a pas de système, de gestion d'accès à privilèges. Ça veut dire que tout le monde peut avoir accès, aux données. Donc, j'ai on a besoin dans les contrats d'inclure aussi, ces clauses-là. Il est important aussi d'inclure, des clauses liées à la réversibilité, au fait, des données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le jour où moi, en tant qu'entreprise, je décide de me retirer, en fait, de ma collaboration avec, ce prestataire, il faut que je puisse avoir le droit simplement de récupérer mes données. Donc, globalement, voilà un peu, bah, il y a plein d'autres éléments, mais peut-être qu'on en parlera par la suite, peut-être des éléments, liés, D'ac d'accord. à D'accord. Merci. Effectivement, je peux peut-être revenir un peu sur le rôle des SCD et des plans d'assurance, de sécurité en matière de cybersécurité. mmh. C'est quoi l'impact dans la collaboration? Je ne dirais pas la collaboration, mais dans le partenariat avec le prestataire? Bah
tout de suite, on a parlé de du contrat. Le contrat est très important, mais les SLA sont très importants et le pass aussi est très important. Donc, le SLA, globalement, c'est les accords de niveau de service. Donc, avec les SLA, on va pouvoir définir les attentes en matière de sécurité, les attentes en termes de performance que l'entreprise veut. On va pouvoir définir les responsabilités clairement du prestataire, ou encore les mécanismes de contrôle que le prestataire compte mettre en place et surtout et surtout, surtout les délais de résolution, des soucis qu'on va avoir et ne pas oublier bien entendu les sanctions en cas de non-respect. Donc globalement, c'est ces éléments qu'on va retrouver dans le SL dans les SLA et maintenant, pour le PASS, le plan d'assurance sécurité, lui, il va plutôt, fournir un cadre pour pouvoir, effectuer la gestion de la cybersécurité, y compris voilà toutes les mesures de sécurité, la gestion de risque, très important, la réponse aux incidents, la formation par exemple des collaborateurs du prestataire, l'audit, j'en ai parlé tout de suite et surtout l'évolution, continue. Donc ces 2 éléments combinés vont permettre de renforcer la cybersécurité, en mettant en place voilà, hein, des directives, claires et en identifiant les risques, qui qui auxquels on peut être, sujet. D'accord, OK. En termes de responsabilité, est-ce qu'il y a des clauses particulières qu'il faut mettre, dans le parce que la responsabilité, bon, je sais que dans le cloud, en fonction du type d'infrastructure qu'on met en place, la responsabilité, elle est plus ou moins partagée, plus ou Mmh. moins parce qu'elle reste à la charge de l'entreprise. Oui. Mais, outre la réversibilité dont tu parlais, est-ce qu'il y a des clauses, de responsabilité que tu vois qu'il faut mettre en place dans le contrat? Bah, oui, en parlant d'ailleurs beaucoup plus globalement, déjà il faut dans les contrats, il faut s'assurer que, il y a un plan de réponse aux incidents, qui est défini en amont. Donc quand il y a un incident, on va pouvoir le dérouler. C'est pas maintenant qu'on va se dire: «Qu'est-ce qu'on va faire?» Ensuite, j'en ai parlé tout de suite, il est très important de notifier le client directement, le client, de notifier directement l'entreprise quand il y a un incident chez le prestataire et aussi, de coordonner la réponse à l'incident avec l'entreprise et pas le faire, pas que le prestataire, le fasse tout seul, de son côté et il est important aussi de préciser les délais de résolution, d'incidents, en fait, qu'on peut avoir. Donc c'est important, voilà, de notifier de préciser ces 3 points-là dans le contrat et c'est ce qui va permettre, de gérer la responsabilité, voilà, en cas de faille de sécu. D'accord, d'accord, merci. Donc je rappelle qu'on a vu, on va dire les mesures de sécurité ou, les risques importants à prendre en compte avant la sélection, du prestataire. On était en train de parler de la signature du contrat en lui-même. Hem, Avant de passer au dernier axe, au dernier point D'accord. sur la signature du contrat, donc après signature du contrat et suivi. Donc je rappelle que ce sont des sessions de 30 minutes, donc on aura des questions, vous pourrez poser des questions. Vous aurez juste à lever la main. Sounkalou, on va vous prendre en 2-3 petites minutes. Vous aurez juste à lever la main pour prendre la parole, partager vos avis, heu, compléter ou, donner vos avis par rapport au thème et puis poser vos questions. Donc sur le dernier point, moi j'ai peut-être 2 questions. C'est, une fois qu'on a signé le contrat, donc quels sont les mécanismes de contrôle, donc à mettre en place pour garantir que ce qui a été marqué dans le contrat est respecté et que nos données sont bien sécurisées par le prestataire? Bah, en fait, une fois que le contrat est déjà signé, beh, que tout est fait, correctement, c'est surtout d'effectuer des audits, de sécurité réguliers. C'est à l'entreprise maintenant de définir, est-ce qu'il veut faire un audit une fois par an, ou moins fréquemment. Mais c'est voilà, ces audits de sécurité réguliers là qui vont permettre de pouvoir toujours contrôler le prestataire. Et bah, c'est là aussi qu'on parle, tu sais, des types de prestataires, les tiers 1, 2, 3, bon, ou qui peuvent s'appeler un peu, différemment en fonction de l'entreprise. Mais en fonction du type de prestataire, qu'on a, on a un système de gestion de risque, appliqué et donc bah, de là, clairement, on verra quelle est la bonne fréquence, en tout cas, pour faire les audits. Mais globalement, c'est les audits de sécurité qui vont permettre de contrôler, en fait, le prestataire. D'accord, OK. Et en termes de on va dire, en termes de surveillance continue, donc au-delà de l'audit, est-ce qu'il y a des bonnes pratiques typiquement pour continuer à surveiller
les Oui. prestataires pour qu'on soit sûr effectivement qu'ils respectent les exigences de sécurité à la fois du client, de la politique du client et des éléments marqués dans le contrat. Et puis si tu parles de la surveillance continue, par rapport à la conformité, ce qu'il y a lieu de faire, voilà, c'est de demander aussi aux prestataires, de soumettre, des rapports de conformité périodiques. Donc avec ça, on va pouvoir s'assurer qu'ils sont toujours conformes aux réglementations auxquelles, nous, l'entreprise, nous sommes, soumises, qu'ils font les adaptations qu'il faut parce qu'effectivement, on peut se rendre on peut, il peut avoir des changements et cetera et cetera. C'est un peu comme, à un moment, on n'avait pas de RGPD, après, voilà, il était question de RGPD. Donc il faut toujours faire des rapports de conformité comme ça pour pouvoir s'assurer qu'on est toujours up to date, en termes d'exigences, réglementaires. D'accord, OK. Je crois il nous reste 10 minutes avant la fin de la session. On va essayer de prendre des questions. J'ai des questions encore, mais on va essayer de prendre des questions, des interventions aussi pour ceux qui souhaitent compléter. On va laisser la parole à Sunkalo qui souhaite, déjà merci à toi pour ces éléments de réponse ou ces réponses. Je crois que c'était très clair. Je t'en prie. Sunkalo, est-ce que vous avez la parole, monsieur Sunkalo, vous avez juste activé votre micro et ensuite après nous allons prendre docteur Hyacinthe Ah, et il y a oui, juste, excuse-moi de t'interrompre et tout. Je pense qu'au début, tu me parlais des dispositions que l'entreprise doit prendre, les mesures préventives avant même de signer le contrat et je pense que exact. j'avais pas eu le temps d'en parler, mais c'est un point très important et je fais une petite parenthèse là-dessus. C'est avant même, qu'une entreprise signe le contrat, c'est-à-dire dès le moment où elle est en train de sélectionner, ses partenaires, il faut qu'elle fasse une évaluation de sécurité. Donc on a parlé de tout ça, mais on n'a pas, voilà, parlé de l'évaluation. Donc il faut vraiment qu'elle effectue, une évaluation approfondie de la posture de sécurité du tiers. Il faut qu'elle fasse aussi, une évaluation de la solidité financière, du tiers parce qu'on se rend compte que, beh, parfois les prestataires qui ne sont pas très capés financièrement vont négliger, la sécurité. Donc, il est important de s'assurer qu'ils sont solides financièrement et bah, la conformité, on en a énormément parlé. S'assurer quand même que, déjà en amont, ils respectent les réglementations de en termes de conformité. Donc, petite parenthèse, fermée. D'accord, d'accord. Merci, merci Radietou. Mais je Monsieur Sunkalo, est-ce que vous avez une question? Vous souhaitez apporter des éléments de Oui, réponse? bonjour. Est-ce que vous Oui, m'entendez? on vous entend très bonjour. bien. Pour un premier temps, je dis bonjour à tous. Cybercafé, c'est très intéressant. J'apprends toujours toutes les semaines avec vous. Franchement, je suis vraiment content. Maintenant, ma question, elle est très simple. C'est par rapport en fait à tout ce qui est normalisation. Est-ce qu'une société, non, un prestataire, c'est très important. Quel type de certification le prestataire doit avoir pour être crédible? Mmh. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, ce que j'ai constaté, c'est que les protections de tout ce qui est cybersécurité, ça coûte très cher. Et c'est pas donné à tout le monde. Mmh. Donc maintenant, les petits prestataires, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Passer des normes, avoir la 27005, la 27001, 2 ou autre. Comment ils peuvent en fait être crédibles et surtout protéger leurs données de manière externe? Protéger leurs données de manière externe, c'est-à-dire que le prestataire protège, ses données ou, que l'entreprise, c'est une bonne question, hein, mais, tu vous parlez de bah, vous oui, protéger En ses fait, données. je parle des deux sens. C'est-à-dire qu'il faut un prestataire déjà qui est crédible. Enfin, Mmh moi, mh. c'est ce que je pense, hein. C'est ce que j'ai Mmh mh. appris en Mmh mh. formation Mmh. pour qu'ils puissent en fait accéder Mmh. aux grands groupes pour Mmh. pouvoir les protéger au mieux. Parce que j'ai vu Oui. des cas où où la majorité des pirates, ils passent par les prestataires. Mmh. Maintenant, comment Exactement. les prestataires peuvent se protéger de manière efficace avec le moindre coût? Parce que c'est un coût. Oui. OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour, la question. Je vais essayer d'y répondre. Pour la première, je pense quelque part la première et la deuxième se rejoignent. Donc, en termes de normes, aujourd'hui, il faut savoir qu'on a, la norme ISO 27001, normalement celle de 2013 si je me souviens bien. On a, les sections 6.1.2, et la 6.1.8 qui fournissent, les lignes directeurs, sur la manière,
d'identifier, d'évaluer et de traiter les risques de sécurité de l'information, y compris ceux liés aux tiers prestataires. Donc, si vous voulez faire un peu de lecture, voilà, il y a pas mal d'éléments là-bas sur comment est-ce qu'une entreprise doit évaluer, en tout cas, et traiter les risques auxquels les risques qui sont induits par une collaboration avec le tiers. Je pense aussi que dans le cadre NIST aussi, on en parle. On en parle et tout. Maintenant, pour une entreprise qui veut travailler avec une organisation, pour un prestataire qui veut travailler avec une entreprise, par exemple, déjà, c'est bien qu'elle soit, pour ma part, certifiée, hein, genre ISO 27001, parce que déjà, on, ça permet de montrer qu'on a mis en place un système de management de la sécurité de l'information qui est quand même global. Ça, c'est intéressant si elle sait, par exemple, qu'elle traite des données à caractère personnel aussi, qu'elles soient conformes en termes de RGPD. À minima, je sais que dans le live, on a des expertes RGPD et tout. Donc déjà, par rapport à ces 2 points, c'est essentiel. Après, l'entreprise doit quand même s'assurer, le prestataire, qu'il a quand même mis en place des mesures de sécurité. C'est-à-dire, qu'il a mis en place, je ne vais pas commencer à citer maintenant les pare-feux et cetera, mais qu'il a quand même un minimum, de système pour pouvoir, sécuriser les données. S'il sait qu'il a accès à des données sensibles, d'une, par exemple, grande banque, il ne va pas dire, OK, pour mettre en place un système de gestion d'accès à privilèges, ça coûte trop cher. En fait, non, il est obligé en tout cas de mettre en place quelque chose à hauteur, au moins de l'organisation avec laquelle elle travaille. Maintenant, pour aller un peu plus en détail, si on prend, parce que moi, j'ai aussi dans mon passé intégré plusieurs fois les solutions. Par exemple, si on prend celui de la gestion d'accès à privilèges, on va facturer l'entreprise en fonction des licences qui sont utilisées. Donc, c'est pas parce que elle a tel infra que voilà, elle va payer tel prix, mais si elle a 5 utilisateurs, administrateurs qui se connectent pour faire le travail, elle sera facturée sur, les 5 licences. Donc, il y a un moyen, voilà, de mettre en place les éléments de sécurité, et d'être quand même assez conforme afin, même quand on est une petite entreprise, afin de travailler avec, les grandes entreprises. Il y a pas de souci. Par contre, ce que j'aimerais savoir, quels sont les outils les plus efficaces. Personnellement, je suis sur Kali Linux. Sur Kali Linux, on a NIST, on a EBIOS, on a toutes les normes 27001 par rapport à tous les logiciels open source. Bon, vous conseillez l'open source ou des logiciels payants? Heu, bon, personnellement, moi, je vais pas conseiller entre je vais pas prendre une position entre l'open source ou des solutions payantes. Je pense que ça, c'est vraiment lié, aux stratégies de l'entreprise, aux politiques aussi de sécurité que l'entreprise a mis en place. Par exemple, on va se rendre compte qu'il y a des environnements où ça va être plutôt des logiciels, payants, ce qui va les arranger parce qu'ils veulent avoir un support, réactif et cetera et cetera. Parfois, moi j'ai déjà vu ce cas d'ailleurs il y a pas très longtemps, avec, dans un État, ils ont décidé de mettre en place, des systèmes sur de l'open source parce qu'ils veulent pas avoir, de dépendance avec un éditeur et cetera. Donc je pense que vraiment ce choix, en tout cas pour ma part, d'open source, en tant que consultant, hein, d'open source, ou de solutions payantes, je vais m'appuyer sur le besoin du client, sur ses stratégies et de là, je peux le conseiller au fait. Mais il y a pas de solution, il y a pas de solution pour la même solution miracle pour tout le monde. Pour ma part, c'est un peu ça. Amadou, je sais pas si tu as un point à rajouter par rapport à ça? Ah non, 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 c'est toi l'expert là, aujourd'hui. Donc, non, Notre non, monsieur conformité. non, 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 J'espère qu'on je te sera tous rejoins, experts un jour. je J'espère qu'on te, sera tous je te experts un Mais jour. non, rejoins et non, 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 arrête de faire ce jeu, Amadou. non, 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 j'ai vraiment rien à rajouter. C'est juste parler du temps par rapport aux autres questions et tout ça. Sinon, j'ai rien à Ah, rajouter. OK, sorry. Mm, mm. Donc Mais voilà un peu pour Écoutez, ma part. mm. merci d'avoir répondu à mes Mais- questions. Je t'en merci, prie. Monsieur Sunkalo. Donc, je rappelle, hein, donc ça fait 31 sessions qu'on est là. Et je crois que Monsieur Sunkalo a participé, je crois, à plus de 20 sessions. Merci encore pour la question. Bravo. On Tout va plaisir pour peut-être moi. demander la permission de dépasser le temps de 5 petites minutes. Donc, si Radiato le permet, ici, les membres de la Heu, communauté le permettent aussi. Pour le temps de prendre les questions de Docteur Yassine. Donc, une question, s'il vous plaît, et de Mohamed Kaba.
Donc, docteur, on vous écoute. Ok, bonjour à tous. Merci à Radiato pour cette belle intervention. Merci aussi à l'Espace d'amour pour ce canal. J'avais deux questions, mais à cause du temps, je vais poser seulement une seule. Voilà. La question c'est quelles sont les interactions entre les tiers prestataires et les autres parties prenantes de l'entreprise, notamment avec les RSSI et les DPO. Merci. Hum, Merci pour la question. Donc, les interactions, bah, déjà globalement, la DPO, on va parler des données personnelles. Donc, moi, je dirais juste donc que l'entreprise, le prestataire, comme je dis, il doit être conforme RGPD. Donc, ça va être donc le DPO clairement qui va être, l'interlocuteur, principal pour s'assurer quand même que, en tout ce qui concerne, la protection des données, à caractère personnel de l'entreprise, beh, le prestataire, il est conforme. Donc, pour moi, c'est un peu ce rôle-là que le DPO va avoir. Après avec le RSSI, c'est un peu il va être, garant un peu de tout ce dont j'ai parlé là, en amont. C'est-à-dire, il va s'assurer que, déjà la due diligence, elle a été faite, il va s'assurer que son entreprise a elle-même a déjà bien défini leurs propres exigences, de sécurité. Elle va s'assurer qu'ils l'ont bien, communiqué aux prestataires. Elle va s'assurer, voilà, que le prestataire a tous les différents éléments, dont eux, ils ont besoin en fait, dans leurs exigences de sécurité avant de pouvoir travailler avec eux. Ça, c'est un premier point et après, lorsqu'on a un incident, par exemple, beh, clairement, le RSSI il sera l'interlocuteur aussi privilégié, pour, pouvoir lui transmettre l'information, qu'il y a eu un incident et pour pouvoir coordonner ensemble la résolution, en fait, de cet incident. Donc Merci c'est un beaucoup. peu, ce que je vois Merci. globalement. Je t'en prie. Ok, Je vous en prie. merci, docteur Hassan. Mohamed Kaba, je ne sais pas si vous avez une question ou vous complétez ce qui a été dit. Oui, bonjour à tous. Je pense qu'ils ont, je Hello. pense que, ouais, et je pense qu'ils ont déjà posé toutes les questions. Bon, je veux juste poser une dernière question. Euh, c'est, je voulais savoir s'il y a une différence en termes de gestion de risque cybersécurité entre un prestataire tiers qui fait de l'infogérance euh, et un fournisseur de services cloud, par exemple, parce que je pense que en fait, c'est deux types de services qui sont différents, mais peut-être que la gestion des risques côté cybersécurité, ça peut être la même ou ça peut ne pas être la même. Donc, je voulais voir avec vous, Madame Radiatou, s'il y a une différence entre les deux. Un prestataire qui fait de l'infogérance et un fournisseur d'accès des services cloud. Est-ce que on gère les risques de cybersécurité de la même façon? Merci beaucoup. Merci Mohamed. Mais mais en fait, déjà pour ça c'est un peu ça rejoint un peu ce que j'avais dit en amont. Mm. Tout va dépendre de l'entreprise, des stratégies qu'elle a mis en place, de ses exigences de sécurité, de comment elle a classé, ce qui est critique dans son entreprise, ce qui est important mais moins critique et ce qui n'est pas critique, ce qui est vraiment moins critique. Donc c'est là qu'on parle un peu de la classification, des tiers. Donc il est important de classer les tiers, au début. Donc si en fonction de l'entreprise, un fournisseur de cloud, par exemple, je vais prendre un cas qui est très, très intéressant. Actuellement, bah, on a un client, un leader mondial, je vais dire dans le secteur financier global et ils ont un giga projet, de transformation, en fait, tout doit passer dans le cloud, niveau worldwide et donc là, par exemple, on est d'accord que le prestataire, le fournisseur de cloud devient un partenaire critique. Parce que si on ne peut pas avoir accès, au cloud, on est inopérationnel en fait dans la société. Donc si ce prestataire dans ce cas, il est critique, bah, on va appliquer la gestion de risque, pour, le tiers prestataire de niveau 1 à ce prestataire. Maintenant, si on va dans une autre entreprise où peut-être, ils sont plus, sur du on-premise. On-premise, c'est quand? C'est dans les locaux et qu'ils ont juste un tout petit peu de cloud. On est d'accord que le tiers prestataire de cloud ne va pas être,
le prestataire, critique. Il va peut-être être dans le tiers 2 ou dans le tiers 3. Donc en fonction du niveau en fonction de l'entreprise, de ses exigences, de ses réalités, on va pouvoir classer les tiers prestataires et on va lui appliquer, la gestion des risques qui est prédéfinie. Merci beaucoup, c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Je t'en prie. D'accord. Je vois qu'il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question. Ah, vraiment, c'est compliqué. Allô? Est-ce que Oui, rapidement, allô? monsieur Roméo, est-ce que rapidement vous posez votre question, s'il vous plaît? Parce qu'on souhaite finir à 30. D'accord, Oui. merci. Hello Radiatou, Et c'était très oui, intéressant. je t'en prie. En fait, j'ai une question parce que j'ai une approche un peu plus, heu on va dire, théorique des rapports avec les partenaires et fournisseurs. Moi, ce que je voudrais savoir, étant donné que en réalité, obtenir une certification 27001 pour des entreprises n'est pas évident, c'est très coûteux. Heu, Est-ce que justement, dans l'évaluation, on peut imposer des audits à l'entreprise? Parce qu'en réalité, quand j'essaie de voir la chose concrètement, comment on fait pour avoir, une certitude que, les mesures sont prises par l'entreprise, et les vérifier en fait, pour pouvoir assurer la sécurité des données, la protection des données et respect de normes, et des réglementations. C'est ça En ma fait, pour ma part, il faut simplement faire un audit, en fait. Donc, si c'est la 27001 qui est importante pour vous en tant qu'entreprise, bah, il faut faire un audit, ISO 27001 aux prestataires et vous assurer, qu'ils ont bien, un SMSI qui est mis en place, qu'ils ont bien, mis en place, par exemple, tous les éléments liés, au fait de travailler avec, des même eux-mêmes leurs propres tiers. Parce que j'en ai pas parlé là, mais c'est aussi important de voir comment parfois même on regarde comment le prestataire travaille avec, voilà, ses propres tiers, comment est-ce que c'est sécurisé? Parce que ça peut partir carrément d'aussi de ce niveau. Donc c'est le fait de faire un audit, simplement en fait, globalement. Est-ce qu'on peut imposer que ce soit récurrent? Bah oui, en fait, comme j'ai dit, en fonction encore de l'entreprise, en question, de ses exigences, de son environnement, réglementaire, et aussi de la catégorisation du tiers en question, on peut dire par exemple que ce tiers est critique, donc on veut faire un audit, je dis n'importe quoi, tous les 6 mois, parce qu'il est trop critique. Ou, voilà, on veut faire un audit toutes les années parce que le tiers est vraiment critique. Donc c'est vraiment en fonction de la catégorisation du tiers, et aussi de l'environnement, réglementaire auquel est soumis l'organisation qu'on définit un peu tout ça. OK, merci. Merci encore à OK. Radiato, merci à nos intervenants, merci d'avoir participé à la session. On a vu le risque de cybersécurité lié au tiers. Je pense que c'est vraiment un sujet assez vaste, hein. On a Mmh. typiquement pas parlé de cyberassurance, de l'assurance Oui. cybersécurité liée aux prestataires et de cyber scoring, donc tout ce qui est évaluation Mmh. dont elle a parlé, de la réputation en ligne Yes. de la cybersécurité, réputation cybersécurité en ligne du tiers. Donc, merci encore à toutes et à tous. Merci Radiatou. C'est moi. Très, très heureux de vous avoir reçu. Donc, J'ai un rendez-vous dernier samedi. élément à vous transmettre, s'il vous plaît, ça va me prendre 1 minute. OK, allez-y. On commence à compter donc par rapport à 60 secondes. J'étais à la chambre de commerce de l'industrie de Bobigny OK. et ils m'ont dit qu'ils ont des problèmes par rapport en fait à la sécurisation de tout ce qui est TPE et PME, les toutes petites entreprises qui n'ont pas forcément les moyens pour se protéger. Donc qu'est-ce que l'on doit faire? C'est une question que je vous pose. Après, vous pouvez me répondre la semaine prochaine. Il n'y a aucun problème. D'accord. Bah, écoutez, Mmh. bon, peut-être on en rediscutera, peut-être, je sais pas, en off. Après, il y a plusieurs solutions en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité. Bon, là, vous avez parlé TPE. Mmh. TPE dans Mais le je pense sens, que ça peut être un pardon, sujet intéressant. d'accord, OK. Bah, écoutez, on pourra le programmer, on trouvera des intervenants là-dessus, on pourra le programmer, on pourra en discuter en off et on Mmh. pourra le reprogrammer ensemble. Donc, je rappelle, hein, Avec grand plaisir. d'accord, C'est merci, monsieur c'est vrai que Soukalo. c'est un sujet intéressant et c'est un vrai besoin. Ici, comme en Afrique, hein, voilà, je pense qu'on oublie un peu que les TPE, n'ont pas assez de moyens. Donc oui, je pense que ça peut être un très bon sujet D'accord. de
live, de discussion. D'accord. Écoutez, donc on recherche donc pour ce thème et pour d'autres thèmes, hein, des speakers. Si vous avez des personnes, si vous-même vous souhaitez intervenir sur un thème, n'hésitez pas à proposer des personnes que vous connaissez vous-même pour intervenir. Donc tous les samedis, on sera là samedi prochain et les samedis d'après. On parlera d'intelligence artificielle et de data scientist. Merci encore à toutes et à tous. Excellente journée et bon week-end. Merci Bon beaucoup. week-end, Merci à portez-vous Merci tous. bien vous et de même. merci à Bon tous. week-end à tous. Au Bon revoir. week-end, au revoir.